Vendredi 22 avril, 2 heures du matin. Le nord de Paris et sa banlieue brûlent. La dernière vague des escadrilles anglo-américaines, après un raid de près de 2 heures, vient de s'éloigner. Mais l'inhumaine tuerie se poursuivra jusqu'à l'aube. Jusqu'au lendemain, jusqu'au surlendemain même, les bombes à retardement vont rendre atrocement périlleux les travaux de déblaiement. Les bombes à retardement, n'est-ce pas là le comble de l'horreur? Déjà 2 jours auparavant, la banlieue ouvrière du nord et du sud-est de la capitale avait reçu la visite de ceux qui sèment chez nous les ruines et la mort, au pied du Sacré-Cœur. Les bombes n'ont pas épargné la maison des petites sœurs des pauvres, de celles qui, durant toute la nuit, se penchèrent au-dessus de tant de misère et de tant de souffrance. Certes, en raison de ce bombardement, des trains n'ont pu partir, d'autres sont arrivés à destination avec un long retard, mais ce résultat, en 7 jours, 1800 Français l'ont payé de leur vie. Pour Paris et sa banlieue, 650 morts. Plus de 600 morts également à Rouen. Au palais de justice, gravement atteint, la table devant laquelle plaida Corneille est pulvérisée. Plusieurs travées de la cathédrale, joyaux de notre patrimoine, se sont effondrés. D'autres églises de la ville aux 100 clochers sont touchées. Et partout, nous retrouvons des images déchirantes. Afin de mener à bien leur lourde mission, les organismes de solidarité nationale dirigés par M. Marcel Déat se sont dépensés jour et nuit. De son côté, la milice, qui n'oublie pas ses tâches sociales, rôle auquel M. Joseph Darnan attache l'importance que l'on sait, a distribué plusieurs tonnes de marchandises saisies au marché noir. Au Sacré-Cœur, Paris rend un suprême hommage à ceux qui ont péri au cours de la nuit d'épouvante. Monseigneur Suard. Aux obsèques des victimes de la banlieue parisienne. Le général Brécard, grand chancelier de la Légion d'honneur, représente le chef de l'État. Et M. Philippe Henriot, M. Pierre Laval. Le secrétaire d'État à l'information, au nom du maréchal, du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier, prend la parole. Même devant ce spectacle, nous ne pouvons oublier les morts d'ailleurs. Les morts de Rouen et de sa banlieue, les morts du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de Seine-et-Oise, les morts dont les tombeaux innombrables sont sans doute destinés à border la voie triomphale par laquelle doivent un jour arriver les libérateurs. Hier soir, le maréchal et le président vous ont dit en quelques mots leur indignation et leur douleur. Que cette double voix des chefs qui ont la charge de nos destinées nous rappelle les conditions de notre survivance. Et derrière eux, une France unie dans sa foi et son espérance invincible défiera et déjouera les calculs de ceux qui avaient compté pour la perdre sur des divisions et des querelles dont la leçon des morts vient d'enseigner tragiquement aux vivants la mortelle malfaisance. Ainsi, chacun de nous se trouve touché dans ses amitiés ou sa famille. La dispersion et la multiplicité des attaques auxquelles nous soumettent des ennemis qui ajoutent l'hypocrisie à l'assassinat et le cynisme à la cruauté feront bientôt sans doute que chacune de nos familles comptera un ou plusieurs morts à mettre au compte de ceux qui s'obstinent à se prétendre sarcastiquement nos alliés, dans le temps même où ils sont en train de dévaster au hasard notre pays. Vaste logement de nos banlieues, pavillons modestes ou grands magasins de nos villes, trésors d'art ou cités ouvrières, tout leur est bon, et le Sacré-Cœur de Montmartre devient objectif militaire, au même titre que la cathédrale de Rouen.